Bonjour, merci de taper votre prénom pour signaler votre présence. Je reviens dans 2 minutes. Et là, à mon avis, on voit mieux quand je ne suis pas devant l'écran. Excusez-nous, on fait les tests d'image en même temps. C'est bon, c'est bon. Bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, comme annoncé hier, on va avoir une ou deux diapositives sur l'achat des obligations, puisqu'il y a des choses un peu particulières. Puis ensuite, on va avoir les rabais, remises, ristournes et les escomptes provenant des fournisseurs. Donc, comme d'habitude, posez vos questions au fur et à mesure. Théopold me fera signe quand il y en a une. Et donc, voilà, nous en sommes au début. Donc, bonjour Angélique, bonjour Nelly, bonjour Christine, bonjour Charlotte de nouveau, et bonjour Michael. Donc, on va pouvoir commencer. Et bonjour Christelle. Donc je vous ai envoyé tout à l'heure, oui, je vous ai envoyé le PowerPoint, il est désormais sur Didacte, mais vous n'avez pas les premières diapositives. Je vous les enverrai tout à l'heure, après le live. Mais là, on s'est arrangé avec Théopold pour que ce soit lisible à l'écran. Donc, merci de me dire si vous arrivez à lire ce qu'il y a d'écrit. Ça va nous permettre d'avoir un PowerPoint de base pour l'ensemble des séances live en attendant qu'on puisse faire quelque chose de beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Donc soudain j'ai peur. C'est moyen. Non, il n'y a pas écrit moyen.
Christine dit que c'est un peu flou, c'est vrai. C'est un peu flou, mais est-ce qu'on arrive à lire le mot? Là. Donc vous avez bien reçu le PowerPoint? Stéphanie, ça rame. Ça rame, bah désolé Stéphanie, je crois qu'on en est un petit peu tous là, ça rame un petit peu. Et nous avons Charlotte qui a réussi à lire Provenant, donc elle gagne le smiley du jour. On voit lui un smiley. Donc on y va, on va commencer. Voilà, donc lorsqu'on achète une immobilisation, en fait la comptabilisation, elle est un peu différente. On doit intégrer, c'est-à-dire ajouter dans la valeur de l'IMO un certain nombre de choses. Donc on a bien sûr la valeur du bien hors taxe. On a aussi le droit d'intégrer les frais d'installation hors taxe. Il faut inclure les frais de port et par contre enlever les rabais, remises, ristournes ainsi que les escomptes éventuellement obtenus. Donc je définirai dans pas très longtemps un rabais, remise, ristourne ainsi qu'escompte. Mais donc on va prendre toutes les sur la facture, on va regarder la valeur du bien. Est-ce qu'il y a eu installation de l'immobilisation tout de suite? Est-ce qu'il y a eu des frais de port? Et donc, est-ce qu'il y a eu des rabais, remises, ristournes et ultérieurement des escomptes? Donc j'ai une première question. Enfin, c'est plus, personne n'a eu reçu le PowerPoint. Personne n'a reçu le PowerPoint. Pourtant, donc il est bien parti tout à l'heure, donc je vais regarder ça et je vous le donnerai juste après le live. Il est sur Didacte. On vous a envoyé un petit message sur le site vous indiquant que le support était sur Didacte. Il est tout à la fin, je l'ai mis ce matin. Donc je continue, donc on va additionner l'ensemble des éléments et nous les comptabiliserons dans le compte de la classe 2 et donc ça nous donnera la valeur de l'immobilisation qui va nous servir quand nous ferons les amortissements dans le dernier épisode écriture d'inventaire. Il y a des questions? D'accord, alors quelquefois on achète à la fois, vous avez un cas dans les divers exercices qu'on vous a donnés. On va acheter à la fois une immobilisation, mais aussi des charges. Par exemple, on achète un véhicule. La personne qui va nous vendre le véhicule va mettre de l'essence dedans et bien sûr, elle va nous le facturer avec le véhicule si on n'a pas bien négocié. Au moins l'essence de départ. Donc l'essence, c'est une charge qu'on va dépenser dans l'année, donc la 6, tandis que l'immobilisation, on a bien l'intention de la garder plusieurs années. Donc pour faire le choix entre 401 ou 404, on va additionner toutes les charges, les comptes de la classe 6. On va additionner tout ce qu'on a vu comme élément qui rentre dans la classe 2. Et en fait, si le total hors taxe de la classe 2 est supérieur au total hors taxe de la classe 6, nous allons choisir le 404. Sinon, si les charges sont supérieures à l'immobilisation, nous prendrons le 401. Puisque lorsque l'on va payer le fournisseur,
on va payer une facture, on va pas faire deux chèques pour une même facture. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés de faire un choix entre 401 et 404, et le plus objectif, hein, c'est le poids des immobilisations, donc des biens que l'on conserve plus d'un an, et les charges, hein, qui elles sont consommées en moins d'un an. Y a-t-il des questions? Le PowerPoint n'est pas sur une date, ça. On en verra après. C'est pas grave. Ok, donc le PowerPoint n'est pas sur Didacte d'après ce qu'on a vu. Comme j'ai dit, je vais le mettre juste après le live. Donc a priori, il y a des soucis de connexion avec la plateforme, mais en ce moment, Internet est un peu débordé, on va dire. Michael, concernant l'exercice, il y avait l'exemple d'une personne de 193 euros. Oui. Est-ce que nous la conservons plus d'un an ou pas? C'est la seule question à se poser. Si la réponse est oui, on la met en immobilisation. Donc elle est prélèvement, peut-on la mettre de 3605? Donc non, on va la mettre en immobilisation. Donc on entend quelquefois parler d'une règle avec X euros. À aujourd'hui, le Code des impôts dit comment reconnaître quelque chose d'immobilisable. C'est quelque chose que l'on conservera plus d'un an. Donc on parle d'une tolérance fiscale, mais tolérance fiscale, ça veut dire qu'on a le droit de le faire une fois dans l'année, mais ce n'est pas une règle de gestion. Donc la règle de gestion, c'est quoi? C'est est-ce que le bien que j'achète dure plus d'un an? Si la réponse est oui, on le met en classe 2. Si on consomme dans l'année, on mettra en classe 6. Et donc le 605 est une bonne idée. Donc la Michael répond. Donc peut-on la mettre en 105 car moins de 500 euros? Donc justement, hein, cette histoire de 500 euros, c'est la tolérance fiscale dont je viens de parler, et qui n'est pas une règle. Une tolérance, ça veut dire, comme je viens de dire, si c'est exceptionnel, nous sommes d'accord. Si c'est une règle de gestion, ça ne marche pas. Alors, très objectivement, hein, une des premières choses que va regarder le contrôleur fiscal, puisque je fais de l'assistance fiscale en entreprise, c'est le compte 605, petit matériel, le compte 615, et nous allons devoir justifier que la réparation ou ce matériel est consommé dans l'année, quel que soit son montant. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas retenir cette histoire de somme. Bon, Michael, ça y est, c'est fait. Cette histoire de 500 euros est un piège. Ce n'est pas une règle de gestion. C'est une exception. Si on le fait une seule fois dans l'année, on ne sera pas embêté. D'autres questions sur la partie immobilisation? Je suis toujours en décalage, franchement. Donc j'attends, puisqu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où je vous dis y a-t-il des questions et le moment où vous entendez le message. Alors, Charlotte se demande à quoi servirait exceptionnellement de mettre un achat en immobilisation, 500 euros, une fois dans l'année?
l'entreprise gagne sur la TVA? En fait, le fait de base, quand on a calculé le résultat hier, on a dit que le résultat, il se calculait en faisant 7 moins 6. Donc, plus on achète de choses en 6, moins les revenus de l'entreprise sont importants. Et donc, techniquement, ça réduit le résultat comptable, donc, par voie de conséquence, le résultat fiscal, donc, par voie de conséquence, l'impôt à payer. Donc, il y a deux types d'impôts, on verra ça vraiment dans un épisode lointain, et ensemble, j'espère. L'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus. Donc, en fait, comme on augmente artificiellement nos charges, puisque ce sont des biens que l'on garde plusieurs années, ça a pour conséquence de diminuer le résultat, donc les impôts. Il faut tenter d'avoir en tête en permanence que 7 moins 6, c'est notre résultat. Donc plus je mets de choses dans le 6, moins mon résultat est fort, donc moins je paye d'impôts. Et c'est pour ça que les contrôleurs fiscaux commencent par ces comptes-là, les comptes 606 et 615, ainsi que ce qu'on appelle les frais de mission, les 625. L'autre point que les contrôleurs fiscaux regardent, c'est ce que je vous expliquais hier, puisque ça a des conséquences en matière de TVA, c'est est-ce que lorsqu'on a comptabilisé nos factures, nous avons bien respecté la règle de ne déduire la TVA que lorsque nous avions réglé le fournisseur. Et dès la comptabilité quotidienne, il faut avoir les réflexes pour éviter des redressements inutiles. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, le but c'est quand même d'avoir plus de 7 que de 6, je suppose. L'objectif, effectivement, c'est que les ventes couvrent les charges que l'on a. L'objectif, même pour l'entreprise, c'est d'avoir un résultat positif. Si le résultat est positif, on aura la possibilité de rémunérer les associés, par exemple, ou de conserver les fonds pour les années à venir. Là aussi, ce sont des écritures que nous verrons au moment des écritures d'inventaire, ce qu'on appelle la répartition ou l'affectation du résultat. L'objectif, effectivement, c'est de payer des impôts. Quand on paye des impôts, c'est que on a eu les revenus qui allaient avec. D'autres demandes ? Donc nous allons désormais parler des avoirs fournisseurs. Donc les avoirs fournisseurs, on a cinq grandes catégories, pardon. Les retours, les rabais, les remises, les ristournes et les escomptes. Donc techniquement, un retour, qu'est-ce que c'est ? C'est nous avons acheté des biens, il y a une anomalie, on retourne la marchandise au fournisseur.
D'accord? Donc dans ce cas-là, nous allons inverser totalement l'écriture. Donc quand nous achetons des marchandises, on va utiliser le compte 607 qu'on va mettre au débit. On va utiliser le compte 445,66 puisque les marchandises sont des biens qu'on va mettre aussi au débit. Et la dette que nous avons chez le fournisseur, nous allons mettre 401 au crédit pour le TTC. Lorsque l'on reçoit un avoir, la démarche, c'est de passer l'écriture inverse que celle d'origine. Donc ce coup-ci, on va mettre 401 le fournisseur au débit pour le TTC pour le montant total de l'avoir. Nous allons mettre, dans mon exemple, le 607 au crédit pour le montant hors taxe qui a été retourné au fournisseur. Et donc cette TVA, nous ne pouvons pas la déduire puisque nous avons retourné les marchandises. Donc on va mettre le 445,66 au crédit. Donc le retour de marchandises, on regarde l'écriture que l'on a fait à l'origine, puis nous inversons tout en fait par rapport à ce que nous avons fait à l'origine. Donc globalement, je commence toujours par les débits, vous n'êtes pas obligé de le faire, ça fonctionne, que vous commenciez par les crédits ou par les débits. C'est une habitude que j'ai prise lorsque je débutais en comptabilité et je l'ai conservée jusqu'au bout. Donc du moment que le compte d'origine, le compte de la classe 6 est au crédit, que le compte de TVA d'origine est au crédit et que le 401 est débit, ça marchera. Vous n'êtes pas obligé de respecter fatalement l'ordre que je vous donne aussi bien au niveau de mon PowerPoint que lorsque je parle. Donc à la fin des slides, je vous fais une écriture type par catégorie. Donc là, on est dans le lexique. Si vous voyez la partie en blanc, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. C'est qu'est-ce qu'on appelle un retour. Et dans la dernière partie, je vous mets les écritures. Est-ce que c'est bon pour ce que veut dire un retour? Est-ce qu'il y a des messages? C'est Nelly qui a plus de connexion. Ah si, c'est bon. Juste un problème de connexion qui a été réglé. Donc je suis désolé pour les problèmes de connexion, mais effectivement en ce moment l'internet est légèrement saturé. Donc ceci est un retour. Donc on va parler de rabais, remise et ristourne. Donc rabais, remise, ristourne, le point commun c'est que ce sont tous des réductions commerciales, mais le motif n'est pas le même lorsque l'on fait un rabais, une ristourne ou une remise. Alors je sais, je ne les ai pas dit dans le même ordre, c'est parce que la remise est un petit peu la partie fourre-tout. Donc le rabais, il vient d'où? Il vient qu'on constate un défaut sur une marchandise, sur un bien. Donc ce défaut n'entraîne pas un retour, ce qu'on a vu précédemment. Le fournisseur et le client s'entendent sur un montant ou un pourcentage pour fixer le montant entre guillemets du préjudice. Donc le rabais le plus connu se passe au mois de janvier et vers le mois de juin, ça s'appelle les soldes. Les soldes sont des rabais. Nous avons des marchandises qui doivent partir, elles ne devraient plus être en stock et donc on fait des réductions commerciales sur ces points-là. Juste, on est typiquement dans le cadre du rabais qui est très réglementé, on verra la réglementation là-dessus quand nous nous retrouverons au centre. La ristourne, c'est récompenser la fidélité du client.
D'accord? Donc, dans la distribution, on parle souvent de RFA, ristourne de fin d'année. On va prendre le chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année et on va donc calculer les pourcentages sur lesquels nous nous sommes entendus en début d'année avec le client, hein, ou le fournisseur va faire le calcul, hein, ou avec le fournisseur. D'accord? Exemple de ristourne plus connu du particulier, ce sont les cartes de fidélité. Les cartes de fidélité, il faut être venu un certain nombre de fois pour avoir droit à la pizza gratuite, hein, ou à un autre quelconque produit. D'accord? Donc ristourne, il faut l'associer à fidélité. Rabais, il faut l'associer à il y a un défaut. Il y a comme un défaut. D'accord? Et ensuite, nous avons tout le reste, hein. Et tout le reste, c'est ce qu'on appelle les remises. Donc la remise parce qu'on a bien négocié mais qu'il n'y a pas ni défaut ni fidélité sur une quantité achetée d'un seul coup, c'est une possibilité. Une bonne négociation où le vendeur a absolument besoin d'arriver à ses objectifs et donc il accorde des remises plus facilement à certaines périodes. D'accord? On verra que en matière de contrôle de gestion, hein, cette distinction entre rabais, remise, ristourne nous intéresse beaucoup, hein, puisqu'il y a des choses. La ristourne, par exemple, c'est quelque chose que l'on souhaite que les clients soient fidèles. Par contre, est-ce que l'on souhaite effectuer des rabais? Ça ne me semble pas tout à fait ce que l'on souhaitait quand on a acheté les marchandises. Y a-t-il des questions sur cette distinction entre rabais, remise et ristourne? Donc voilà, de nouveau y avoir le petit blanc habituel. Dis-nous ok. Christine, dis-nous ok. Ok, donc on va continuer. Donc excusez-moi, j'ai une diapo qui dit deux fois la même chose. Donc hein, forcément, lors de la relation avec nos fournisseurs, il peut arriver que, comme je le disais, nous effectuions un retour de biens, que nous demandions une remise supplémentaire, hein, ou un rabais, ou une ristourne. Et donc nous verrons dans la fin de cette séquence la notion d'escompte. D'accord? Donc nous avons eu une première facture. Hein, donc pour l'instant on prend le cas où il n'y a pas remise dessus, mais à la fin, dans quelques minutes, nous allons parler de la remise se trouvant sur la facture. Hein, nous percevons un escompte. L'escompte, c'est parce que nous avons réglé en avance, mais j'y reviens tout à l'heure. Hein, mais donc là, on reçoit une facture qui nous parle de retour, qui nous parle de rabais, de ristourne, de remise, hein, ou d'escompte, mais nous le recevons après le premier enregistrement. D'accord? C'est ce qu'on appelle un avoir. D'accord? Donc, techniquement et au niveau droit, quand on parle d'une facture et qu'on s'arrête là, c'est qu'on devrait dire une facture de doigt. C'est-à-dire qu'on émet une facture et la personne qui la reçoit nous doit X argent pour telle raison. D'accord? Lorsque l'on envoie à notre client un avoir, on devrait mettre facture d'avoir. Donc il y a deux catégories, hein. La facture de doigt, c'est la facture classique. La facture d'avoir, c'est le fournisseur qui doit de l'argent à son client. Hein, donc comme le fournisseur doit de l'argent à son client, le 401, on va le trouver au débit. Sur une facture normale, on va le trouver
au crédit, donc parce qu'on lui doit de l'argent. Mais ce coup-ci, c'est lui qui nous doit de l'argent, donc le 401, on va le trouver au débit. D'accord? Par contre, pour la partie crédit, ça va dépendre du motif. Nous y venons tout de suite. Des questions peut-être? Donc je pense que le décalage est un peu moins fort que dans les premiers jours. Alors, réexplication s'il vous plaît de Michael. Sur avoir et facture de droit. D'accord. Donc techniquement, aujourd'hui, lorsque l'on reçoit une facture, on nous dit c'est une facture tout court ou un avoir tout court. Mais le bon terme, le terme d'origine, et on le retrouve encore sur certaines factures avec des comptables qui appliquent la règle d'origine. Une facture tout court, ça veut dire que nous devons de l'argent si nous sommes clients à l'émetteur de la facture. Donc là, on parle de facture de doigt, D-O-I-T. Comment? C'est moi qui me suis planté. D'accord. Sinon, et donc la question a été posée ou pas? Oui. Explication sur avoir et facture de doigt. D'accord. Donc facture de doigt, c'est la facture classique. La personne qui reçoit la facture doit l'argent. La facture d'avoir, c'est la personne qui reçoit la facture à qui l'on doit de l'argent. Le fournisseur a accordé une remise plus tard, un rabais, où il y a eu un escompte, donc c'est le fournisseur qui, ce coup-ci, doit de l'argent. La règle principale, c'est que le client doit de l'argent au fournisseur. Lorsque le fournisseur émet une facture d'avoir, ce coup-ci, c'est le fournisseur qui doit de l'argent au client. Donc le compte ne va pas être sollicité de la même manière. Est-ce que ça te paraît plus clair, Michael? Oui. Merci. Donc, comme je disais tout à l'heure, au tout début, si le fournisseur nous émet une facture d'avoir, un avoir, pour un retour, on va réutiliser les comptes d'origine. Donc, dans mon exemple du début de séance, c'était 607 et 445,66 à 401. Donc, quand on dit ça, c'est qu'on a commencé par les débits. Quand on dit 645 à 43, ça veut dire que mon compte au débit, c'est 645, et 43, c'est le compte qui est au crédit. Et donc, pour un retour, on va réutiliser les comptes que l'on avait à l'origine. Donc, vous avez un exemple, l'exemple que je cite depuis tout à l'heure. Mon fournisseur, j'ai retourné pour 100 € de marchandises. Donc, la partie basse, là, on aura du mal à le lire, mais c'est pas grave. Vous allez recevoir le PowerPoint. Donc, je dis, nous recevons un avoir car nous avons retourné pour 100 € hors taxe de marchandises. Le taux de TVA est de 20%, soit 20 €. Donc, nous recevons un avoir de 120 €
TTC. Donc mon fournisseur me doit de l'argent, un tiers qui me doit de l'argent, c'est le débit. Donc j'ai mis ici mon 401 pour la somme totale qu'il me doit, 120. D'accord? Quand j'ai acheté ce bien-là, c'était des marchandises, donc j'ai utilisé le compte 607. Donc ici, vous avez le compte d'origine, le 607 que j'ai utilisé lorsque j'ai enregistré la première facture. Et comme je le disais tout à l'heure, la TVA, je n'ai plus le droit de la déduire puisque mon fournisseur reconnaît qu'il me doit de l'argent. Donc je réutilise mon compte d'origine. Avec mon 607, le compte qui fonctionne, c'est 445,66. J'ai le droit de déduire la TVA tout de suite. Et donc je mets les 20 € au crédit. Des questions ? Donc je continue. Alors pour la comptabilité, il n'y a pas de distinction entre rabais, remise, ristourne. Donc on verra qu'on a la possibilité dans un autre épisode de créer des sous-comptes, ce qui est plus pratique. Mais pour l'instant, on va juste essayer de comprendre le système de comment je transforme mon compte principal en rabais, remise, ristourne sur mon compte principal. Donc j'ai repris l'exemple. Nous recevons un avoir car nous avons obtenu de la part de notre fournisseur un rabais de 100 € hors taxe. D'accord? Donc, mon 401, lui, ne va pas bouger de place pendant toute la séance. C'est lui qui nous doit des sous. Donc, un tiers qui nous doit des sous, on sait qu'il est au débit. Et je vais utiliser donc un compte 609. Si vous regardez dans la liste des comptes, vous allez les trouver et vous allez voir qu'il y a des 609 sur les achats. Donc comment a été créé le 609? On va prendre le compte d'origine. Donc le compte d'origine, on a dit tout à l'heure que c'était 607. Donc quand j'achète des marchandises, je les comptabilise en 607. Et donc quand j'obtiens un rabais, remise, ristourne sur un compte d'achat, je glisse un 9 en troisième position. Donc si nous parlons du 601, ça va devenir quoi le compte rabais, remise, ristourne? Je vais utiliser quel compte? J'attends une réponse là. Ok. Alors, Michael dit 609, Stéphanie dit 609.1, Charlotte dit 609.8, Nelly dit 609.1, Angélique dit 609.1 et Christine dit 609. D'accord. Donc, ouais. Alors, on va réessayer de jouer avec notre paperboard. Alors que je ne me trompe pas. J'ai pas mon faute noir, il est là-bas. Donc,
j'achète des matières premières. Est-ce que vous voyez Nelly dit oui, c'est bon. Marie-Jo, On voit. tu peux passer un feutre noir neuf, s'il te plaît? Je laisse de ton rose. Le nom ça va, mais ce qui était écrit à côté. Est-ce qu'on arrive à lire désormais? Écrit bien gros. La difficulté, c'est qu'on a le néon. Non, le néon il pose aucun problème. Non. C'est vraiment qu'il faut écrire gros. On puisse vraiment distinguer les lettres. Donc, ici, j'ai écrit achat matières premières. Si vous regardez sur votre liste des comptes, c'est ce que vous avez. Donc, quand je crée un compte de remise, je vais garder mon code principal. Et en fait, le 9, je vais le mettre en troisième position. Donc, en troisième position, ça veut dire que je transforme mon compte achat de matières premières en rabais, remise, ristourne sur achat de matières premières. Une question? Alors Nelly dit, si bien compris, si 601 sera 609.1, si 602 sera 609.2, si 605 sera 609.5, si 606 sera 609.6. Voilà ce que vient de dire Nelly, c'est tout à fait le principe, c'est qu'on va mettre un 9 en troisième position. On prend le compte d'origine, donc 601, et on glisse un 9 en troisième position. Et ça va marcher pour tous les comptes de la classe 6. Donc quand on parlera des services extérieurs, 611 par exemple, si j'ai une remise sur un 611, on parle de sous-traitance générale. Attention, on ne parle pas de sous-traitance
de production. Est-ce que vous voyez le 611? J'efface le reste. On voit. Michael demande, c'est juste le rabais qui est en 609.1. Non, ce sont les trois. C'est rabais, remise, ristourne. En comptabilité, ils n'ont pas distingué ces trois comptes. Par contre, dans le cadre du contrôle de gestion, on peut le faire. On verra en créant des sous-comptes. Mais pour l'instant, on va prendre le problème, la règle de base. Et puis après, on s'amusera à développer les comptes dans les divers épisodes. Donc, pour tous les comptes de la classe 6, ça va être pareil pour les 70. On va pouvoir assez facilement créer le compte rabais, remise, ristourne sur. D'ailleurs, si vous lisez les comptes de charge, dans toutes les séries, vous trouverez, pour les 60, vous trouverez les 609, pour les 61, des 619, etc. Hein, donc voilà la construction d'un compte de rabais, remise et ristourne. Donc je retourne à mes modèles d'écriture. D'accord, donc nous avons vu le retour, on utilise les comptes d'origine. Quand on nous parle de rabais ou de remise ou de ristourne, on utilise les comptes 609. Et donc le troisième élément d'avoir, c'est un escompte. Alors l'escompte est accordé ou obtenu, tout dépend d'où on se place. Est-ce qu'on est chez le fournisseur ou chez le client? Lorsque le client règle son fournisseur avant l'échéance prévue initialement, si les conditions sont énoncées sur la facture d'origine. J'ai une question. Alors, c'est la règle du 9 en troisième position qui fonctionne à l'inverse de ces sous-classes? Oui, cette règle effectivement, hein, le 9 en troisième position, ça inverse toujours le sens de l'écriture. La classe 6, on sait désormais que c'est des comptes qui fonctionnent par le débit. Donc dès qu'on va avoir un 9 en troisième position, le compte concerné fonctionnera par le crédit. Et Charles demande, et dans le cas d'un achat IMO, c'est pareil? Non. Dans le cas d'un achat d'immobilisation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en tout début du live, on va réduire l'immobilisation. Je monte l'escompte sur ce cas-là, puisque si vous regardez ce que vous avez noté tout à l'heure, ou ce que vous recevrez tout à l'heure, lorsqu'on valorise l'immobilisation, j'y retourne, on prend la valeur du bien, les frais d'installation hors taxe, les frais de port,
on enlève les rabais, remises, ristournes et on enlève les éléments, les escomptes éventuellement obtenus. Et c'est cette addition qui nous donne la valeur de ce qu'on va mettre dans la classe 2. Donc on voit que les escomptes, lorsqu'il s'agit d'une immobilisation où les rabais, remises, ristournes, viennent réduire le montant de l'IMO. J'ai une autre question. En EI 609, c'est l'exception des positions des CPTES. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Hein, le 9 en troisième position inverse le sens de sa sous-classe. Hein, c'est vraiment l'exception des comptes. C'est un compte 7, par exemple, on sait qu'il fonctionne par le crédit. Donc 701, on sait que ça va être par le crédit, où on ne va pas tarder à l'avoir en tête. Donc un 709.1, ça veut dire que ce compte-là fonctionnera par le débit. Si on va même dans les comptes de bilan, un compte de la classe 1, on a dit que ça fonctionnait par le crédit. Hein. Je vous invite à reprendre le petit tableau du PowerPoint qu'on a eu tout en premier. Un compte de la classe 1, il fonctionne par le crédit. Donc le compte 109 fonctionne par le débit. Hein, cette exception vous servira toujours pour vous repérer dans la balance et même dans vos écritures. Donc je vous invite vraiment à l'avoir régulièrement avec vous, surtout, je dirais, au début. Donc je vais retourner à mon escompte. Vous pouvez poser les questions. Donc le fait générateur de l'escompte, c'est parce que le client va payer plus tôt que prévu. D'accord? Donc les mentions de l'escompte sont prévues à la facture d'origine, sur la facture d'origine. Pour être valable, il ne faut pas se contenter de la facture d'origine, il nous faut vraiment un avoir qui indique qu'on a payé sous escompte et qui est valorisation de l'escompte. Alors, comme on est toujours pour l'instant dans la comptabilité fournisseur, hein, c'est-à-dire là, on achète des choses, hein, on va utiliser, on en parlait hier quand on faisait le choix des comptes. Donc, mon fournisseur, on le retrouve toujours, ça n'a pas changé au débit. Hein, et comme je suis le client, j'ai obtenu, il y a un problème dans le libellé là, donc ne vous inquiétez pas, sur le PowerPoint vous l'aurez plus. Hein, 765, ça veut dire escompte obtenu. D'accord? Et on voit qu'on utilise les comptes financiers, ça commence par 76, on en parlait dans l'un des précédents lives. Et donc ce sera le 765 que l'on utilisera. Comme c'est un compte de produit, le compte de TVA, on associera le bon compte de TVA puisque l'avoir est isolé, il est tout seul, donc il vaut mieux utiliser le 445 71. Quand on met hors taxe un compte de la classe 7, il vaut mieux utiliser le 445 71. L'escompte, c'est les 3 R en fait? Non, on a l'escompte, les 3 R, c'est rabais, remise, ristourne. C'est ceux avec un 9 en troisième position. Donc là, on est passé à l'autre réduction possible, celle qui est née du fait que le client paye plus tôt. Là, ce coup-ci, on parle de l'escompte.
C'est OK pour la notion d'escompte? Rabais, remise, ristourne, je mets un 9 en troisième position. L'escompte, c'est une opération qui n'est pas d'exploitation. C'est une opération qui est née d'une opération financière. J'ai les sous plutôt que prévu en tant que fournisseur, donc j'accorde un escompte à mon client. C'est bon pour tout le monde? Oui. Donc l'écriture, vous allez la recevoir dans quelques minutes. Donc ici c'est le libellé est faux, donc vous ne renotez pas ce qu'il y a au tableau. 765, si vous regardez l'intitulé, c'est escompte obtenu. D'accord? Et comme je disais, comme j'utilise un compte de la classe 7 ici, pour faire mes contrôles de TVA à la fin de l'année, il vaut mieux que je comptabilise dans mon 445 71, 445,7 TVA collecté. Donc là, il y a vraiment un problème sur les libellés, je corrige ça juste après le mail. Nelly dit, est-ce qu'on peut dire que c'est un gain financier, l'escompte? On peut le dire, d'ailleurs, on peut dire que c'est un gain financier. D'ailleurs, si vous regardez le compte utilisé, c'est un compte 76, c'est pas un compte 70. Donc si vous regardez, 76, on dit produit financier. Donc c'est bien un gain financier. Je cache les libellés qui ne sont pas bons pour ne pas vous perturber. Mais effectivement, l'opération, ce n'est pas une opération d'exploitation. Donc Nelly dit oui car en compte 7 et 76. Voilà. Donc on reconnaît le compte financier parce que on n'est plus dans la série 70 ou les comptes ou 75 comme on a vu sur les principaux comptes d'exploitation qui nous servent dans la compta quotidienne. D'accord, donc je corrige les libellés. Alors, Michael dit il n'y a pas d'escompte dans le 6? Alors si, mais ça va faire partie du travail que je vous demande en fin de PowerPoint. Qu'est-ce que ça veut dire 6? Ça veut dire qu'on a gagné de l'argent ou qu'on a perdu, Michael? Charles dit escompte égale gain dans le cas d'un achat, mais dans le cas d'une vente, c'est une perte pour l'entreprise? Voilà, vous êtes en train de le tenir, Christine et Michael. Là, ce coup-ci, on enregistre nos factures fournisseurs, donc le fournisseur nous doit des sous, donc c'est un gain. Mais si on se place du côté du fournisseur, quand il accorde un escompte, si vous regardez dans les 66, vous allez sans doute trouver le compte assez rapidement, donc indiquez le mois. Et escompte accordé, donc perte. Christine dit perdu. Christine, tu es perdu? Ouais. Christine, tu es perdue ou tu dis perdu à Nelly? Michael dit ok, 665. C'est tout à fait ça, Michael. Donc en débit. Tout à fait. Non. Oui.
Possibiliser perte pour l'entreprise pas perdue à jamais. Ah bah alors c'est bon. Et Nelly dit oui, il fonctionne à l'inverse du 765. Tout à fait, très bien. Hein. Donc, les 6, on sait qu'ils marchent par le débit. Et donc ici, si on regarde notre 765, hein, il est bien. Pardon, il faut que je m'habitue. Au crédit. Hein, donc forcément, le 665, lui, il va marcher à l'envers. Enfin, il va être dans son fonctionnement. Hein. On sera en 665 et donc ma TVA ici, ce sera 445, 66. Donc, est-ce que cette partie-là est bonne? Est-ce qu'on a des questions? A priori non, donc j'y vais. Donc, alors le titre est là. Donc normalement, je ne parle pas des escomptes, puisque les escomptes, on doit recevoir un avoir a posteriori. Hein, donc c'est juste pour les rabais, remises, ristournes qu'on pourrait en trouver sur la facture et qui serait valable. Donc a priori, il y a une question. Alors Charlotte dit un client qui paie en avance, c'est toujours une escompte ou est-ce au bon vouloir de l'entreprise? Alors, bonne question. Toutes les questions sont bonnes, hein, mais c'est au bon vouloir de l'entreprise. Hein. L'escompte n'est pas systématique. Hein, comme je disais, c'est dans les conditions, ça doit figurer sur la facture d'origine, mais nous ne sommes pas obligés, en tant que fournisseur, d'accorder des escomptes pour paiement anticipé. Donc il y a une autre question. Nelly dit donc débit 665 et 445,6 et crédit 411. Oui, tout à fait, mais ça fait partie du boulot que vous avez à faire pour lundi. Ne vous inquiétez pas, je vais vous demander de me dire, bah, là, je vous ai parlé de la compta fournisseur, à vous de me préparer les écritures si je me situe dans la compta client, hein, dans le sens où on en parlait hier. Dans une entreprise, on a la compta achat, la compta vente, ou compta client, et la compta trésorerie. Donc effectivement, c'est votre deuxième travail. Tu as déjà trouvé l'écriture concernant les escomptes. Donc je continue. Donc dans les exemples qu'on vous a donnés, vous aviez des rabais, remises, ristournes, sur facture. D'accord? Donc il y a deux méthodes d'enregistrement. La première, on va se passer de cette notion de remise et on va enregistrer directement le hors-taxe, diminué de la remise. Donc le hors-taxe que vous allez trouver finalement sur la facture. Et l'autre méthode consiste à faire apparaître le ou la, puisque c'est rabais, remise, ristourne, hein, le rabais, la remise ou la ristourne concernée. D'accord? Donc je vous présente les écritures. J'ai repris un exemple d'achat de facture. Donc je vous lis le libellé puisque là vous n'arriverez pas à le lire. Hein. Donc le facteur, excusez-moi, le fournisseur nous a vendu pour 120 € de marchandises à la base hors taxe. Il est de bonne humeur et nous a accordé une remise de 20 €. Donc le hors taxe final est de 100 €. Donc comment on va l'enregistrer si on prend la première méthode? Dans le 607, on enregistre le montant d'origine moins la remise, autrement dit le hors taxe pour 100 €. La TVA sur 100 € à 20%, elle est de 20 €. Et la facture, le fournisseur, on va trouver le montant de la facture TTC, donc 120 €. Est-ce que ça marche pour celui-là?
Donc la première méthode, on prend le hors-taxe indiqué sur la facture, qui est des remises ou non au-dessus. Enfin, qui est des remises ou pas dessus, oui, tout à fait. Donc il y a une seconde méthode. Dans la deuxième méthode, on est toujours dans le même cas. Le fournisseur était de bonne humeur, il nous a fait 20 euros de remise, mais on a besoin, l'entreprise dit, oui mais nous on veut savoir ce qu'on a comme remise chaque année de la part de tel fournisseur. Hein, et puis après, forcément, quand on sera dans l'autre comptabilité, on voudra savoir les remises qu'on a accordées à nos clients. Donc cette fois-ci, on va prendre le montant d'origine, les 120 euros correspondant à la marchandise. Notre TVA sur la facture, elle ne bouge pas, elle sera toujours à 20 euros. Mon fournisseur, je lui dois toujours 120 euros, mais je vais faire apparaître la remise. Hein, mon 607 auquel j'ai mis un 9 en troisième position pour les 20 euros. D'accord? Si je contrôle, mon débit 120 plus 20 égale 140 et 120 plus 20 de l'autre côté égale 140. Donc les deux méthodes sont bonnes. Tout dépend des informations que l'on nous demande, que l'entreprise nous demande, ou le contrôleur de gestion en l'occurrence, on aura l'occasion d'en reparler. Avez-vous des questions ? Donc, je conclue mon travail en vous disant à tout à l'heure au téléphone. Je vous envoie donc le PowerPoint en ligne. D'accord? Et donc maintenant, je vous demande, vous avez des exercices que l'on a mis en ligne, donc faites-les. Et le second travail que je vous demande, c'est de me dire, à présent, je m'occupe de mes clients et c'est moi qui émets les factures, et de me créer les écritures côté comptabilité client. Ce sera l'objet du live de lundi. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, mais de toute façon, je vous téléphone tout à l'heure, donc je vous le dirai de vive voix. Sur ce, bon courage et à tout à l'heure.